Voilà, je suppose que vous voyez mon écran blanc déjà là. Le premier point, c'est recherche. Voilà, ici, vous avez des questions, vous pouvez les noter tout simplement. Et à la fin, on va revenir sur la phase de questions-réponses. Voilà, et il faut dire que ici, euh, concernant la recherche documentaire, c'est vraiment un point clé qu'on peut maîtriser. Lorsqu'on l'a maîtrisé, on est vraiment beaucoup plus à l'aise. Mais lorsqu'on ne l'a pas maîtrisé aussi, ça peut rapidement devenir un casse-tête chinois, comme on dit souvent. Dans le sens où euh, on aura beaucoup de mal à trouver des informations. On peut passer toute une soirée, voire toute une semaine à chercher des choses sans forcément les trouver. Pourtant, ces choses existent, surtout quand on ne sait pas comment est-ce qu'il faut les chercher. Et je vais commencer par vous donner un chiffre qui peut faire peur. Les 3 minutes, il y a un article qui est publié dans le monde. Tous les 3 minutes. Et vous pouvez calculer pour voir le nombre d'articles qu'on publie chaque année dans le monde. Ça doit être vraiment beaucoup. Et ça, c'est pour dire que lorsque vous allez chercher une information, dites-vous que le volume de ce qu'il y a derrière votre ordinateur que vous ne voyez pas est tellement grand que si vous ne cherchez pas bien, vous allez tomber sur trop de choses qui ne vous concernent pas, qui ne vous intéressent pas. Simplement parce que la méthode que vous utilisez pour chercher n'est pas la bonne méthode. Alors que quand on cherche bien, on peut plus facilement trouver ces informations et mieux avancer dans son travail avec cela. C'est vraiment important de bien comprendre ça. À quel moment je vais me servir de la recherche documentaire? Pratiquement tout le long de mon travail. Pratiquement du début à la fin de mon travail. La dernière fois, on a parlé de l'introduction et on a vu qu'il me faut présenter des informations, comme l'exemple de Cassandre qu'on a pris il y a quelques minutes. Quand je dis donner la fréquence mondiale des maladies cardiovasculaires, il faut bien qu'elle trouve ça quelque part. Quand je dis les maladies cardiovasculaires entre les zones urbaines et les zones rurales au Cameroun, il faut bien qu'elle trouve ça quelque part. Et c'est ça l'intérêt, en fait, de la recherche documentaire. C'est de se servir de plusieurs sources pour trouver des documents qui vont nous aider à bâtir, à construire notre travail. Pareil pour la revue de littérature, qui est par essence même l'endroit où on ne se sert presque uniquement de la recherche documentaire. La dernière fois, je vous ai dit qu'il faut faire un plan. Et quand on a fait son plan, il faut aller chercher cette information quelque part. Voilà. Et sinon, je n'ai pas des informations à inventer. Tout ce que j'écris, il faut que je lise ça quelque part pour pouvoir utiliser, pour pouvoir développer mon travail tel que je le fais. Très bien. Donc, pratiquement tout le long de son travail, on aura besoin de cette revue de littérature, de cette recherche documentaire. Et c'est pareil quand on va parler de la méthodologie. Pour bien comprendre chaque type d'étude, en plus des cours qu'on fera, vous pouvez avoir besoin d'en savoir plus. Là, il faut la recherche documentaire. Quand on fera la discussion, vous allez voir qu'il faut la recherche documentaire pour bien discuter. Donc, pratiquement tout le long de son document, on aura à faire une recherche documentaire. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on va trouver ces informations-là? Le premier point qui est important que je voudrais souligner, c'est la qualité de l'information que je cherche. La qualité de l'information. Il faut savoir que Internet, c'est comme, j'allais dire, une poubelle. C'est comme un vaste marché où on a tout versé là-bas. Ce qui sous-entend que
tout ce que je trouve sur Internet, par exemple, n'est pas forcément quelque chose de bien. Tenez par exemple, ou pour revenir même à une situation plus réelle, si je vous dis, OK, il faut que je vous parle des moteurs d'avion, de quoi est formé un moteur d'avion, comment ça marche, etc. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui vont simplement se déconnecter de cette réunion parce qu'ils sont certains qu'ils n'ont pas en face de quelqu'un qui peut leur parler d'un moteur d'avion tout simplement. Ce qui sous-entend qu'ils sont conscients de ce que l'information que je leur donne, que je leur dis à ce moment-là, n'est pas vérifiée. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas vrai, que ce soit simplement du racontage que je fais. Et donc, on ne peut pas avoir confiance à cette information parce que moi, je n'ai pas qualité à parler de ça. L'information que je vais donner risque de ne pas être de bonne qualité. Mais quels sont les éléments donc qui définissent la qualité d'une information? Parce que lorsque vous faites une recherche documentaire, il ne suffit pas de trouver des phrases et de les prendre pour mettre dans votre document. C'est pas ça. Mais il faut être sûr que l'information que je prends, c'est quelque chose qui va donner, en fait, qui va atteindre mon objectif. C'est une source qui est fiable. C'est quelque chose qu'on va appeler des sources citables, qu'on peut citer. Je peux dire à quelqu'un, j'ai lu à tel endroit telle chose, et la personne pourra éventuellement croire. Donc, il faut évaluer la qualité de l'information qu'on va prendre. Et cette qualité va dépendre de plusieurs critères. Le premier critère, c'est que l'auteur de l'information est connu, mentionné. Si je trouve un document dont l'auteur est inconnu, et ça, ces documents-là sont versés sur Internet, comme on pourrait dire. Ça veut dire qu'il y a plein de choses sur Internet, mais beaucoup de ces documents, tu ne sais pas qui a écrit. Tu ne sais pas. Tu vois seulement un PDF. C'est très souvent un PDF. Tu peux, si tu tapes par exemple sur Internet, hypertension artérielle PDF, je suis sûr que tu auras des tonnes de fichiers qui vont apparaître là. Or, la plupart de ces fichiers n'auront pas de nom d'auteur sur ces fichiers-là. Ce qui veut simplement dire c'est quelque chose, je ne sais pas qui a écrit cette information. Ça, c'est un élément qui montre que ce n'est pas une source fiable. Je ne peux pas faire confiance à une source dont l'auteur est inconnu. On va tout de suite pourquoi. Le deuxième critère, c'est est-ce que l'auteur est qualifié pour donner cette information? Il va de soi que si je ne connais pas qui est l'auteur, je ne peux même pas savoir s'il est qualifié ou pas. Mais même quand je connais l'auteur, il faut se demander, est-ce que celui qui me dit telle chose a qualité pour dire cela? Si la réponse c'est non, alors faites attention, ce n'est probablement pas une information fiable. Et comment je fais pour savoir s'il est qualifié? On verra tout à l'heure. Ça va déjà dépendre de l'endroit où je trouve cette information. Mais très souvent, on peut savoir qui sont les différents auteurs qui mettent une information à disposition. Et si c'est par exemple quelqu'un qui est spécialiste du domaine ou qui est quand même dans ce secteur-là, ça me laisse penser qu'il pourrait avoir cette qualité. Mais imaginez-vous, si on vous donne un document qui parle par exemple de l'infarctus du myocarde, et vous voyez que celui qui a écrit ce document-là, c'est un étudiant en première année à Polytechnique. Bon, il est clair que vous ne pouvez pas faire confiance à ce document parce que celui-là, il n'a pas qualité à parler de l'infarctus du myocarde. Ou encore, si même c'est un étudiant en médecine de deuxième année, ça peut être simplement qu'il est en train de réviser ses cours. Il a fait ses notes de cours et il a mis sur son site internet personnel. Ça ne fait pas de ça une source fiable parce que lui, il n'a pas qualité à parler de ce genre de choses. Il n'a pas la formation. C'est est-ce que l'information produite par d'autres ne sont pas les pairs?
revue? Est-ce que l'information a été revue par les pairs? Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental en sciences et en recherche. Si d'autres personnes n'ont pas lu et validé ce qui a été dit, alors ça perd un peu de sa crédibilité et de sa fiabilité. Donc, quand vous allez voir une source d'information, si cette information n'est pas passée de lecture par d'autres personnes qui ont lu et vérifié que ce qui est dit là fait sens et mérite d'être publié, alors faites attention à cette information-là. Voilà, parce que le principe en science, c'est que ça concerne pratiquement tout ce qu'on fait dans la recherche, que ce soit les articles scientifiques, les projets de recherche, les livres qu'on écrit, etc. Il n'y a personne qui a la connaissance absolue. Il n'y a pas un appareil dans lequel on va passer l'information et ça sort si c'est rouge ou si c'est vert pour être exact. Non. Tout ce qu'on va publier, on fait juste relire par d'autres personnes. Si ces autres personnes sont d'accord et disent que ça mérite d'être publié ou d'être validé, alors on le fait. Mais s'ils disent que non, là, il y a un problème avec ça, on ne le fait pas tout simplement. Et donc, les informations qui ne sont pas passées par ce processus-là aident en fiabilité. Et le dernier critère qu'on va citer ici, c'est la présentation globale de l'information elle-même. Ça concerne surtout la mise en page, là, et les calculs qui sont faits là-dedans, etc. C'est la présentation globale de l'information elle-même. L'idée ici étant de dire, quand je prends un document qui est mal présenté, il y a de fortes chances que cette source-là ne soit pas fiable. Par contre, quand la présentation est bonne, quand je vois les tableaux respectent les normes de la science, le texte est bien rédigé, c'est bien aéré, bien mis en page là, il y a de fortes chances que l'information soit de bonne qualité. Par exemple, quand vous prenez un article du Lancet, qui est l'un des meilleurs journaux dans le monde, lorsque vous regardez simplement le fichier PDF, c'est déjà beau à voir. Par exemple, le Lancet a sa police à lui qu'ils ont développée juste pour leur journal. Quand vous voyez les tableaux du Lancet, quand vous voyez les graphiques qui ont été travaillés pour être présentés dans l'article, comme vous voyez. De l'autre côté, si je prends un article, je vois déjà que les graphiques sont faits sur Excel, avec des couleurs classiques que nous tous on connaît là. Ça me fait déjà douter si c'est vraiment quelque chose de sérieux. Si en plus je me rends compte que dans les graphiques, comme on le verra dans les jours à venir ou dans les mois à venir, dans les graphiques, je me rends compte que on a mis pourcentage partout sur l'axe des ordonnées, 10%, 20%, 30%, et ainsi de suite. Et je me rends compte, par exemple, que voilà, il y a tellement de couleurs qui sont mélangées, les graphiques sont touffus. Là, c'est une mauvaise présentation qui peut me laisser comprendre que cette source n'est probablement pas fiable. Ou encore, si j'ai des tableaux avec des traits verticaux et horizontaux qu'on a mis partout dans le tableau, comme si c'était un fichier Word, ça aussi, ça me laissera penser que ce n'est probablement pas fiable. Donc, il faut regarder un peu à la présentation globale du document. Ou encore, si je prends un tableau où on m'a dit l'effectif total, c'est 40 personnes. Quand je fais mon calcul, je me rends compte que le total du tableau, c'est 35. C'est que là, il y a un problème. À moins qu'on ait clairement justifié pourquoi est-ce qu'on a seulement 35 personnes dans ce tableau-là et non 40 tel que prédit dans le document initialement. Et c'est tout ça qui va donc nous amener à pouvoir évaluer la qualité d'un travail ou d'une information qu'on a en face de soi. Voilà. Et ceci étant dit, ça c'est les critères, juste pour que vous compreniez sur quelle base on peut faire une certaine classification. Ce n'est pas vraiment des choses qui sont absolues en termes de oui ou non, mais c'est la combinaison de ces éléments qui vont vous aider à pouvoir dire je prends cette source, je ne prends pas cette autre source. Et pour cela, donc, il y a une petite classification que j'ai faite moi-même dans le livre que j'ai publié il y a 2 ans maintenant, le guide pratique à la recherche en santé.
Allez voir aussi toutes ces notions et toutes ces explications-ci. J'ai donc essayé de classer les sources documentaires en 3 types de sources. Et sources qui sont de bonne fiabilité. Ici, ce sont les sources, j'ai envie de dire, auxquelles on peut faire confiance, qu'on peut facilement citer dans son document. Ce sont les sources où lorsque vous prenez une information, voilà, on va avoir confiance à cela. Ceux qui font la recherche vont dire, OK, ça c'est une source qui est fiable, on peut y croire vraiment, il n'y a pas de souci. Et ce sont des sources qui vont remplir tous les critères qu'on a cités là. Ça veut dire qu'on connaît clairement qui est l'auteur, c'est mentionné. L'auteur a qualité à donner cette information. En général, c'est quelqu'un qui est du domaine. Si c'est une information en gynécologie, ça va être un gynécologue ou au moins un médecin. L'information est passée par un comité de lecture. Donc, il y a des gens qui ont vérifié et validé et souvent la présentation globale est bonne. Ici, on va citer par exemple les livres de médecine. Voilà, les livres de médecine. En général, lorsqu'on rédige un livre, on ne sort pas ça de sa machine pour imprimer et vendre aux gens. Il faut que ça passe par une maison d'édition qui très souvent a des experts du domaine qui vont prendre le livre et le relire pour se rassurer que le contenu il est bon. Donc, ça remplit bien le critère information revue par les pairs. Et souvent, pour écrire un livre dans un domaine, il faut bien avoir la qualité de le faire. Et les maisons d'édition aussi ont des relecteurs qui vont vérifier que l'orthographe est bonne, ont des services d'infographie qui vont assurer un traitement du texte, tel que quand l'information sort, on peut vraiment faire confiance en cette information. Ce qu'on va très souvent utiliser, les articles scientifiques. Si on précise scientifique pour distinguer les articles des journaux d'information générale. Donc, il y a des journaux scientifiques qui sont destinés à produire et à publier une information relative à un domaine de la science. Contrairement à Cameroun Tribune, par exemple, qui est un journal pour l'information générale. Donc, je ne peux pas prendre un article de Cameroun Tribune pour en faire un article scientifique. Ça ne respecte pas forcément les principes de la science. Donc, si je lis dans Cameroun Tribune que, voilà, je dis n'importe quoi, la première cause de mortalité au Cameroun, c'est la mortalité néonatale au Cameroun, c'est la prématurité. Je ne devrais pas prendre ça comme fiable. Parce que, premièrement, celui qui fait les articles dans Cameroun Tribune, c'est un journaliste. Donc, il n'a pas qualité à produire cette information-là. Deuxièmement, l'information de Cameroun Tribune n'est pas revue par les pairs, c'est-à-dire par les experts du domaine. Donc, on n'est même pas sûr que ce sera exact. Donc, les articles scientifiques, c'est ceux qu'on va retrouver dans les journaux scientifiques. Et il y en a des tonnes et des tonnes. En 2018, quand j'écrivais le livre, lorsque je travaillais dessus, on pouvait constater qu'il y a au moins 12 000 journaux qui sont répertoriés. 12 000 journaux scientifiques qui sont répertoriés dans lesquels les gens publient des informations. Voilà. Et donc, les articles scientifiques, c'est un autre type d'information qui est fiable parce qu'on connaît qui est l'auteur, en général, il a la qualification. Il y a des reviewers dans les journaux qui vérifient que l'information est bonne et souvent la présentation globale est bonne aussi. Comme autre source, le site internet de sociétés savantes. C'est comme la Société camerounaise de cardiologie, la Société française de neurologie, l'American College of Radiology, etc. Parce qu'on sait que là-bas, ce sont des experts. Donc, si je vais sur leur site et je vois une information, très souvent, ils ont qualité, ça a été vérifié par d'autres personnes et je peux citer ces informations-là. Ce sont les sites des organismes internationaux. Organismes internationaux comme le site de l'OMS par exemple, comme le site de l'UNICEF et d'autres organismes qu'on peut avoir, qui me donnent des informations qui sont fiables. Donc, si je vais sur le site de l'OMS, je vois une information, c'est sûr, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin pour mettre ça là-bas. C'est passé par des critères, par des éléments de vérification, et donc c'est une source que je peux citer. On va mettre ici également les dictionnaires, surtout les dictionnaires médicaux. Voilà, il y a le Larousse médical, par exemple, il y a des dictionnaires qui passent par le même processus également. Et on va citer aussi les rapports de congrès.
Par exemple, la Société camerounaise de néphrologie peut faire son congrès et à la fin, il y a un rapport de congrès. Et je peux prendre ces informations-là parce que le rapport est lu par d'autres experts du domaine. Et voilà un peu comment on va évaluer les critères pour classer les informations qui sont de bonne fiabilité. Le deuxième groupe, c'est fiabilité modérée. Contrairement au premier groupe, bonne fiabilité, pour les informations de ce groupe-ci, en général, je suggère aux gens de les utiliser uniquement si vous ne pouvez pas avoir une source de la première rubrique qui a cette même information-là. Parce que très souvent ici, il y a un critère important que l'information ne remplit pas et qui va donc affecter la qualité de cette information. Ici, on va trouver par exemple les mémoires et les thèses. Les mémoires et les thèses de médecine, par exemple, que vous allez voir pour les aînés. Et pourquoi je dis ça, c'est modéré? C'est parce qu'il y a une bonne partie de ces documents qui n'ont été lus que par l'auteur lui-même, qui en général est un étudiant, et donc il n'a pas vraiment qualité à donner ce genre d'informations-là. Quand je le dis, c'est parce que très souvent, les encadrants même n'ont pas toujours le temps de lire tout le document en profondeur. Les membres du jury, encore moins, très souvent, ils ont tellement de thèses de jury où ils doivent participer que finalement, ils ne peuvent pas évaluer le contenu dans le fond. Donc, il y aura des chapitres ou des paragraphes où l'étudiant est le seul à avoir lu ça jusqu'à ce que sa thèse se retrouve dans la bibliothèque à la fin de la soutenance. Et ça, c'est une source qui n'est pas fiable à 100%. Mais si on n'a pas le choix, si c'est la seule source où on trouve cette information, on peut quand même la prendre. Mais si on peut avoir ça dans un article scientifique ou dans un livre de médecine, vraiment, c'est nettement mieux de l'avoir là-bas. Et le dernier groupe, c'est les sources d'informations qui sont non fiables, qui ne sont pas fiables du tout, qui ont mauvaise fiabilité. Voilà. Et moi, je dis souvent aux gens, il vaut mieux ne pas utiliser ces sources-ci. Si c'est le seul endroit où trouver cette information, il faut dire que ça n'existe pas. C'est mieux. Et ici, on va trouver en chef de file tout document dont l'auteur est inconnu. Vraiment, je vous déconseille vivement. Quelle que soit la pertinence de l'information que tu vas trouver là-bas, ça peut être un truc que tu as cherché partout. Tu n'as pas vu, comme les étudiants disent souvent. Et tu trouves quand même un petit PDF quelque part sur Internet là qui a exactement ce que tu cherches. Tu peux par exemple chercher physiopathologie de l'hyponatrémie, par exemple. Tu n'arrives pas à trouver ça bien structuré quelque part là, mais quand tu arrives dans un PDF quelque part sur Internet, tu vois un gars a mis ça souvent un peu en couleur là, avec une police qui te flatte un peu. Il a développé avec des formules et tout ça là. Il faut faire attention à ça parce que si je ne connais pas l'auteur, je ne pourrais pas citer ce document, mais en plus, je ne peux même pas donner du crédit à cette information-là. Donc, si ce n'est que là-bas que j'ai trouvé ça, il vaut mieux dire que je n'ai pas trouvé cette information parce que l'auteur est inconnu. Ça, il ne faut même pas passer à côté de ce genre de document. Également, c'est des informations qui ne sont pas revues par les pairs, comme je disais dans les critères en haut là. Si d'autres personnes n'ont pas relu cette information, il faut revoir ça parce que peut-être qu'il y a des choses dedans dont seule la personne est responsable de ce qui a été dit là-dedans. Et pareil pour les autres critères que j'ai déjà eu à citer plus haut là. Et si je vais citer comme exemple de sources que je classe de mauvaise fiabilité qu'on ne peut pas vraiment citer, les sites internet comme Wikipédia, en fait, une encyclopédie libre, ça veut dire que chacun est libre d'écrire et de modifier. Souvent, quand vous allez sur Wikipédia, vous allez voir un petit bouton en bas où on a mis modifier sur un paragraphe. Donc, si toi-même tu veux, tu peux aller changer cette information-là. Sur la base de quoi? De rien du tout. Et quand vous cherchez souvent quelque chose sur Wikipédia qui n'a pas d'information, ils vont vous proposer de faire un article vous-même là-dessus. Du coup, quelqu'un qui n'a même pas de même peut se retrouver en train d'écrire n'importe quoi et puis il publie. Et très souvent, on ne sait pas qui est l'auteur de ce qu'on a dans Wikipédia. Donc, ce n'est pas à citer. Et c'est pareil pour tous les sites Internet autres que ceux que j'ai cités en haut là. De manière globale, quand vous arrivez sur un site Internet, si ce n'est pas un article scientifique,
Ce n'est pas une société savante, ce n'est pas un organisme international, ni un livre vraiment fermez ce site. Ne commencez même pas à lire pour vous embrouiller pour rien. Parce que les autres sites Internet que vous allez voir, souvent c'est des sites d'information publique, d'information du grand public, ou parfois c'est des sites comme par exemple doctissimo.com, où ça ne te parle pas vraiment de science, il parle pratiquement de tout, mais ce n'est plus une information scientifique qu'on peut vérifier. Et donc, quelle que soit la pertinence de ce que vous allez voir là-bas, de votre point de vue, ne prenez rien là-dedans. Et j'insiste dessus parce que je sais quelle est la tentation pour être passé par là moi-même. N'allez pas seulement sur Internet ramasser les informations et venir remplir vos documents avec ça, ne sert à rien. Essayez de voir quelle est la fiabilité, quel est le crédit que je peux apporter à l'information que je trouve ici avant de pouvoir prendre cette information pour rédiger mon document avec. Voilà, et ça c'est très important. Quand vous arrivez sur un site, posez-vous toujours ces questions. C'est qui l'auteur de l'information que je veux lire là? Est-ce que d'autres personnes ont probablement lu cette information et validée? Et est-ce que la présentation me semble bonne, acceptable? Si c'est non, allez chercher l'information ailleurs. J'ai donné là donc quelques exemples de sources d'informations que vous pouvez trouver, que vous pouvez utiliser pour avoir ces documents-là. Très bien. Le troisième point maintenant, on va voir comment accéder à ces sources et trouver l'information qu'on veut. Comment je fais accéder aux sources d'information? Là, il faut dire que la source d'information que j'utilise dépend du type d'information que je veux. Si je veux une information de sciences fondamentales, comme ce qu'on a vu par exemple pour le rappel des connaissances parlant de la revue de littérature, je conseille vraiment d'utiliser les livres de médecine. Si c'est donné de sciences fondamentales ou même de sciences cliniques, choses qui sont fiables et qui vont vous apporter beaucoup plus d'informations que si vous allez chercher sur Internet. Par exemple, si je veux parler d'anatomie, il y a par exemple le livre de Hélène Marie Blanc, Anatomie et physiologie humaine, qui va vraiment vous parler d'anatomie. C'est que si je veux faire des rappels anatomiques, ben alors c'est mieux de prendre un livre qui me parle d'anatomie. Si je veux faire des rappels sur l'embryologie, c'est mieux de prendre un livre qui me parle d'embryologie et je vais trouver ces informations vraiment détaillées là-dedans et avec plus de précision. Si je veux une source d'information pour la physiopathologie ou bien pour la présentation clinique, il y a des livres de médecine interne qui vont vous donner les formes cliniques, les symptômes, les signes fonctionnels qu'on veut là-dedans. Donc, quand il s'agit des rappels et des sciences fondamentales, je vous suggère vraiment d'aller dans ces sources-là, dans les livres. Bon, et la plupart d'entre nous, d'entre vous, tout le monde, quand nous, on était à la faculté de médecine, il y a beaucoup de livres qu'on a dans son ordinateur et qu'on va souvent négliger, aller chercher sur la quelque chose qui se trouve quelque part dans un fichier que j'ai dans ma machine. Et je suis sûr, si vous ouvrez votre dossier, là où vous mettez vos documents, il y a plein de livres là-bas que vous pouvez utiliser. Et souvent, on laisse ça de côté, on va aller sur Internet, tourner, alors qu'on peut avoir ça là-dedans. Donc, les livres que vous avez en fichier numérique, il y a des bibliothèques où on a des livres que vous pouvez consulter. Ça peut être en papier, ça peut être une bibliothèque électronique en ligne, etc. Toutes les sources de livres que vous pouvez avoir, il faut les utiliser parce que vous aurez ces informations de sciences fondamentales et de sciences cliniques à l'intérieur. Si par contre, vous cherchez plutôt des définitions, comme ce qu'on a dit au début de l'introduction, en général, c'est mieux d'aller dans un dictionnaire médical. Vous aurez plus facilement des définitions vraiment explicites et bien détaillées dans les dictionnaires, les dictionnaires médicaux, où vous allez avoir ces informations-là. Et si c'est une pathologie bien précise, surtout qui a été étudiée par un groupe, si c'est une pathologie bien précise, vous pourrez aussi aller sur le site des sociétés savantes, des organismes internationaux,
informations-là là-bas. Par exemple, si je vais sur le site de la Société française de neurologie, je vais très probablement avoir une bonne définition des accidents vasculaires cérébraux là-bas. Parce que c'est leur domaine, ils vont mieux parler de ça, ils vont pouvoir bien expliquer ce genre d'informations-là. Par contre, si vous avez besoin des études récemment de l'état de la question où il faut voir les études antérieures, vraiment n'allez pas dans les livres parce que vous ne risquez pas de trouver ça là-bas. Il faut chercher ça dans les articles scientifiques, les sites des sociétés savantes et des organismes internationaux, comme on l'a dit précédemment. Parce que lorsqu'on fait une étude, lorsqu'on fait un travail de recherche sur une question, très souvent, on va publier ce travail-là dans un journal scientifique pour que les autres puissent voir et puissent le lire. Il y a également des sociétés savantes qui ont un journal interne, comme la American Society for Tropical Medicine and Hygiene, la MSTH, qui a son journal à lui, dans lequel donc, il va publier des informations qu'on va pouvoir retrouver sur le site et qui concernent les études antérieures qui ont été menées. Voilà. Et également, si vous voulez des données sur la méthodologie, sur les types d'études, tout ça là, vous pourrez avoir la plupart de ces informations dans les articles scientifiques également. Et donc, en fonction de l'information que je veux, je vais utiliser des moyens ou des sources qui sont différentes. Tout au monde de manière prioritaire. Bien sûr, ce que je dis, ce n'est pas exclusif, ce n'est pas absolu. On peut bien avoir des articles scientifiques qui donnent la présentation clinique d'une pathologie, mais ça va être plus difficile de passer par ce chemin-là que si on allait directement dans un livre de médecine. Et toutes ces sources d'informations qu'on a eu à citer là, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on peut passer par Internet, avoir accès à tous ces types d'informations. Il y a tout ça là sur Internet. Il y a des livres sur Internet, il y a des dictionnaires sur Internet, les sites Internet, c'est sur Internet qu'on les a. Les articles scientifiques de nos jours sont presque tous publiés en ligne. Même les journaux qui ont une version papier ont également une version en ligne. Donc, a priori, en passant par Internet, je devrais avoir accès à toutes ces sources d'informations. Mais, je précise, n'oubliez pas, votre ordinateur, les livres que vous avez dans votre ordinateur sont de bonnes sources d'informations qu'il ne faut pas hésiter à exploiter. Quand vous voulez une information, ne courez pas tout de suite sur Internet. Regardez dans les livres que vous avez et vous pourrez avoir des choses intéressantes là-dedans. Maintenant, s'il n'y en a pas, voilà, Internet peut nous donner accès à toutes ces informations-là. Et lorsqu'on a dit Internet, il faut comprendre comment ça marche. Sinon, je vous assure, peut-être certains pourront le dire quand on va passer à la phase des questions, vous pouvez passer 1 heure de temps sur Internet à chercher une information, vous ne la trouvez pas. Et attention, ne vous précipitez pas à dire les données n'existent pas sur telle chose. Peut-être c'est vous qui avez mal cherché. Et je connais l'histoire d'un médecin qui a soutenu à la faculté de Yaoundé, où dans son jury, il y avait le professeur Nkor, professeur Samuel Nkor, qui est un féru de la recherche. C'est l'un des patrons que j'apprécie vraiment parlant de la recherche en santé. Donc, l'étudiant ou le docteur qui soutenait avait mis dans son travail, aucune étude n'a été faite au Cameroun concernant telle chose. Je suis le premier à faire cette étude-là. Nkor est arrivé à la soutenance avec au moins ces 2 articles publiés au Cameroun sur son travail de recherche. En fait, sur le point où il disait aucune étude n'a été faite. Et donc, quand il vient présenter, quand le professeur comprend la parole, la première chose qu'il lui dit, c'est écoute, voici 2 articles qui ont été publiés il y a 2 ans ou il y a 4 ans sur ton sujet. Donc, quand toi, tu nous dis que tu es le premier à faire ça, en réalité, tu es un menteur. Et je vous laisse imaginer quelle a pu être la gêne et la honte de ce docteur qui était pourtant plein de vigueur et avait toute son intention de bien soutenir et de bien présenter son travail. Et si on regarde au fond, c'est simplement qu'il n'a pas bien cherché cette information, tout simplement. C'est sûr, ce n'est pas cette nuit-là que le professeur a inventé l'article.
Non, mais certainement, l'article était déjà là, juste que l'étudiant n'a pas bien cherché. Et donc, il faut comprendre comment est-ce que Internet fonctionne. Quand j'y vais, comment est-ce que je fais la recherche. Internet, c'est quoi? Internet, c'est juste une série, j'allais dire des milliards de pages qui sont connectées entre elles. Je prends ça vraiment de manière simple comme ça pour qu'on puisse se comprendre. C'est des milliards de pages qui sont connectées entre elles. Je peux dire par exemple, j'ai une page ici comme ceci, je vais essayer de dessiner un peu là pour qu'on puisse se retrouver. Voilà. J'ai par exemple une page internet ici. Voilà, j'y arrive. J'ai une page là sur laquelle on a écrit du texte. Il y a du texte qu'on a écrit sur cette page ici, qui est dans un ordinateur, je dirais quelque part en France. J'ai une autre page quelque part ici. On a également mis du texte peut-être dans ce sens-ci plutôt. Un ordinateur quelque part au Cameroun. Une autre page ici. On a également du texte. Un ordinateur quelque part en Belgique. Et on a comme ça des milliards, je dirais peut-être même des centaines de milliards de pages qui sont stockées dans des ordinateurs dans le monde. Ça veut dire quoi concrètement? Quand je dis je veux avoir la mortalité des maladies cardiovasculaires en Afrique, je veux cette information-là. En fait, elle se trouve sur une page dans un ordinateur quelque part dans le monde qui est relié au réseau international qu'on appelle Internet. Et vous comprenez tout de suite que si je devais chercher des informations là moi-même, page par page, je passerais toute une vie que je ne trouverais pas ça. Et souvent, quand on va sur Internet, on ne réalise pas le fait que derrière notre ordinateur, c'est des milliards de pages qu'on a. Il faut être conscient de cela. Ça va vous amener en fait à mieux ajuster votre façon de faire la recherche. Donc, quand j'ai comme ceci, j'ai des milliards de pages derrière et le principe, c'est, si, comme j'ai dit, si je devais fouiller moi-même, je n'y arriverais pas. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, qui sont en fait des logiciels qui vont nous aider à fouiller dans ces pages-là. Un moteur de recherche, c'est un logiciel qu'on a conçu qui passe son temps à screener, c'est-à-dire à analyser toutes les pages Internet qui existent dans le monde par le processus qu'on appelle l'indexation. L'indexation, c'est quoi? Quand il vient sur une page, il va fouiller, voir tous les mots qui sont écrits sur la page et va affecter un poids à chaque page par rapport aux mots qui se trouvent sur cette page-là. Par exemple, sur cette page, il constate que écrit le mot écrit le mot Douala 10 fois. On a écrit le mot, je dis n'importe quoi, prématuré, une fois. Il vient sur cette autre page qu'on a ici, il se rend compte que le mot prématuré est écrit 25 fois. Voilà, est écrit 10 fois. Au rôle, il n'y en a même pas. C'est zéro. Sur cette page, on a écrit le mot lait. Cause. On a écrit le mot lait. Une page où on a expliqué l'origine du mot lait. On a mis le mot Douala. Et le mot Cameroun, il n'y en a pas. Le moteur de recherche analyse chaque page qui existe dans le monde. C'est vraiment de très gros logiciels. Et va attribuer donc un poids à chaque page en fonction de ces mots. Du coup, quand je viens dans mon moteur de recherche, quand je vais taper le mot ou la recherche que je veux faire, c'est en fonction du poids qui est affecté à chaque page qu'il va me présenter les quelques 10 ou 20 pages qu'on va souvent voir parmi les milliards de pages qui sont indexées et qui sont repérées. Et vous voyez que si moi, par exemple, je tape dans mon moteur de recherche le mot Cameroun, ce n'est que cette page qui va apparaître. Par exemple,
Si je tape le mot Douala, malheureusement, ici, j'ai mis les mêmes valeurs, mais je vais essayer de changer ces valeurs-là. Si on avait plutôt, au lieu de 10, on a plutôt 25, par exemple. Donc, ça se superpose là. Ici, on avait plutôt 5. Donc, si j'ai 3 pages avec le mot Douala et un poids qui est différent sur ces pages, la machine va me présenter celle-ci en premier, celle-ci en troisième. Et vous imaginez que si j'ai 200 pages où il y a le mot Douala, il va juste me les présenter par ordre décroissant de l'importance de ces pages-là, tout simplement. Voilà comment le moteur de recherche, lui, il fonctionne. Et ça, je préfère entrer dans ce détail pour que vous compreniez en fait comment le logiciel réagit lorsque vous lui donnez une équation de recherche, lorsque vous lui dites ce que vous voulez avoir comme résultat de la recherche. Donc, je résume, Internet, c'est des milliards de pages que le moteur de recherche passe son temps à fouiller, à analyser et affecte un poids à chaque page en fonction des mots. Et lorsque je tape ma recherche, il va me présenter ces pages-là en fonction des mots que je lui ai donnés et en fonction du poids affecté à ces pages-là. Et vous comprenez tout de suite que si je vais dans un moteur de recherche, je tape par exemple les causes de prématurité. Voilà. Cause de prématurité, voilà, et puis je fais le bouton Entrée. Le logiciel, lui, ne comprend pas le français, ni l'anglais, ni aucune autre langue. Tout ce qu'il va faire, c'est regarder les mots que je lui ai donnés. Il va me donner les pages qui ont ces mots-là en fonction de leur poids. Par exemple, si je tape ça, il est possible que cette page-ci se présente devant moi. Page où c'est uniquement cette page-ci se présente devant moi. C'est une page où je n'ai que les mots lait, Douala et Cameroun. Il n'y a même pas de prématurité dans cette page-là. Mais pourquoi ça met ça en premier? Parce que le mot lait que j'ai mis dans mon champ de recherche, c'est 40 fois. Et donc, le logiciel va se dire, c'est sûr que le mot lait doit être très important pour cette personne parce qu'il a mis dans ses mots de recherche. C'est pour ça que je mets ça en premier. Or, il est clair que quelqu'un qui tape ça n'a rien à foutre avec le mot lait. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est les causes de prématurité. C'est vraiment cause et prématurité qui l'intéresse. Mais parce qu'il aura mis les mauvais mots dans la recherche, le logiciel ne va lui présenter que les éléments qu'il a en fonction de son indexation et par conséquent, on n'aura pas le bon résultat. C'est pour ça que le premier principe, quand on veut faire la recherche documentaire, il faut commencer par savoir quelle information, donc définir qu'on veut. Savoir quelle est l'information que je veux. C'est pour ça que je vous ai dit précédemment, quand je fais mon introduction, je dois avoir un plan. Je dois savoir précisément quelle est l'information que je veux. Quand je fais ma revue de littérature, je dois avoir un plan également. Je dois savoir précisément quelle est l'information que je veux avoir. Quand j'ai défini mon information, la deuxième chose, c'est je dois savoir quels sont les mots-clés. Et les mots-clés, c'est ceux qui sont importants pour l'information que je veux. Déjà, parmi les mots-clés, il faut supprimer tous les articles, tous les pronoms, toutes les conjonctions de coordination, etc. Et garder uniquement les principaux mots qui concernent mon information. Par exemple, ici, au lieu d'écrire dans mon moteur de recherche les causes de prématurité, il vaut mieux pour moi écrire simplement cause prématurité Douala. J'écris juste ces 3 mots-là. Cause, prématurité, Douala. Et j'aurai un meilleur résultat que si je mettais les causes de la prématurité à Douala. Donc, je dois identifier les mots-clés de l'information que je veux. La deuxième chose, c'est trouver les synonymes. Il faut trouver les synonymes de ces mots-clés. Pourquoi les synonymes? Parce que le logiciel, le moteur de recherche, lui, ne fonctionne qu'avec les mots. Il ne connaît pas les synonymes entre les mots. Donc, si je tape cause, prématurité, Douala, et que quelqu'un a fait son article, il a plutôt écrit
La personne a plutôt écrit étiologie, naissance précoce. Le moteur de recherche ne va pas me présenter cette page-ci. Parce que pour lui, cause et étiologie, c'est deux mots différents. Bien que nous, les humains, on sait que ça veut dire la même chose, mais le moteur de recherche, lui, il fonctionne avec les mots. Il ne fonctionne pas avec le sens que les mots ont. Donc, il me faut identifier aussi les synonymes et utiliser ces synonymes-là pour faire la recherche également. Parce que si je me limite à mes mots-clés, il y aura certaines pages qui ont l'information que je veux, mais qui n'ont pas présenté, qui ne vont pas se retrouver comme élément donc, lorsque je fais ma recherche. C'est pour ça qu'il faut identifier les synonymes d'information que je veux. Deuxième point, pour les synonymes, il faut avoir la traduction en anglais de ces synonymes-là. Absolument. D'ailleurs, il faut noter en rouge ici que la plupart des informations scientifiques sont publiées en anglais. Donc, quand vous allez chercher quelque chose en français, très souvent, vous n'allez rien trouver. Vous trouvez très peu de choses. Mais lorsque vous faites la traduction en anglais, que vous tapez ces mêmes informations en anglais, je vous assure, vous êtes complètement surpris par le ton d'informations qui arrive là. Et ça, c'est surtout pour les étudiants qui sont l'expression française à la base. Si vous avez toujours détesté l'anglais, je crois que c'est le moment de devenir ami avec l'anglais parce qu'il vous faut faire la recherche avec les mots-clés qui sont en anglais, les synonymes des mots-clés que vous avez identifiés aussi en anglais. Et c'est quand vous avez ce package d'informations que vous ouvrez dans une page Internet pour chercher cette information-là. J'espère qu'on se comprend bien. L'essentiel, ce n'est pas de sauter sur Internet, taper une information, mais il y a ce travail qu'il faut faire au préalable. Clairement, quelle information que je veux? Je veux avoir les causes de prématurité à Douala. C'est quoi mes mots-clés? Mes mots-clés, c'est cause, prématurité et Douala. C'est quoi les synonymes de ces mots-clés? J'ai par exemple étiologie, j'ai naissance précoce. La traduction en anglais, je peux avoir étiologie, je peux avoir causis, je peux avoir premature delivery, je peux avoir premature birth, je peux avoir prematurity. Et c'est tout ce package de mots que je vais utiliser pour aller sur Internet et faire les différentes combinaisons dans mon moteur de recherche pour avoir les informations qui me sont présentées. Et comme je l'ai dit, on peut avoir ça soit dans les livres, soit dans les articles, etc. L'avantage d'Internet, c'est que ça nous donne accès à toutes ces sources d'informations-là. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, il faut choisir donc quel moteur de recherche utiliser. Quel est le moteur de recherche que je vais utiliser? Comme je l'ai dit, le moteur de recherche, c'est juste un logiciel voilà, qui va m'aider à fouiller toutes les pages Internet pour avoir ce que je veux, tout simplement. Il y a certains moteurs de recherche qui sont couramment utilisés. Je vais les citer avec quelques avantages qu'on a pour chacun d'entre eux. Qui est un moteur généraliste, c'est-à-dire que c'est tous les domaines qui sont retrouvés avec le moteur de recherche Google. Ce qui sous-entend, y compris la santé. Donc, la première chose la plus simple, c'est de taper une information dans Google pour avoir qu'est-ce que ça me présente. Et c'est à partir de là que vous pourrez avoir accès à quasiment toutes les sources d'informations qu'on a eu à citer précédemment. Ça, c'est le moteur de recherche généraliste, Google. Bon, bien sûr, l'accès pour arriver à Google, c'est www.google.com. Le moteur de recherche, c'est Google Scholar. Il y a un moteur de recherche pour les informations scientifiques. Voilà. Donc, Google Scholar, c'est comme un moteur de recherche. Donc, ça va fouiller dans les pages Internet avec le processus d'indexation, comme on a expliqué plus tôt. Et la différence, c'est qu'il va fouiller surtout dans les documents qui ont une tendance scientifique, ce qui nous intéresse déjà ici. Parce que ce dont nous parlons, c'est bien de l'information scientifique qu'il s'agit. Mais le principal inconvénient qu'on a avec Google Scholar, c'est qu'il intègre la littérature grise. Et il y a plus d'informations, disons plus de sources en français qu'en anglais. Je l'ai dit plus tôt,
il n'y a pas beaucoup de choses en français, la plupart c'est en anglais. C'est pour ça que Google Scholar n'est pas souvent très performant lorsqu'on veut faire la recherche documentaire pour les thèses ou pour les mémoires qu'on a en santé. Bon, peut-être parenthèse, ce que je n'ai pas posé, ce qu'on va appeler littérature grise, ce sont des informations qui ne sont pas publiées par les éditeurs commerciaux, c'est-à-dire par les journaux scientifiques classiques, etc. C'est par exemple un rapport d'activité d'une entreprise. Voilà, ça c'est interne à l'entreprise, personne d'autre n'a forcément vérifié ça. Par exemple, la thèse ou le mémoire de quelqu'un, ça c'est la littérature grise parce qu'on n'a pas forcément vérifié cela. Donc, quand je vais sur Google Scholar, et comme on l'a vu précédemment, c'est des sources de fiabilité modérée qu'il faut utiliser avec précaution. Et donc, quand je vais sur Google Scholar, je prends le risque d'avoir beaucoup de ce genre d'informations-là. C'est pour ça que personnellement, je n'utilise pas beaucoup ça quand je dois rédiger soit des articles ou d'autres choses comme ça. Je préfère qu'on appelle PubMed, qui va concerner surtout des informations de la santé, plus précisément les articles. L'avantage de PubMed, c'est que, voilà, la plupart ou quasiment toutes les informations que vous allez avoir sur PubMed sont des articles scientifiques. Ce qui sous-entend que c'est d'emblée une information qui est fiable, comme on l'a classé tout à l'heure précédemment. Donc, quand je vais faire ma recherche sur PubMed, je sais déjà que tout ce que je vais trouver là-bas, c'est fiable, parce que c'est des articles scientifiques que je vais avoir. Sur Google Scholar, il faut encore bien faire le tri soi-même parce qu'il y a beaucoup de littérature de risque qu'on peut retrouver. Sur Google, j'allais dire, il faut faire le tri à la loupe parce qu'il y a beaucoup plus de fiabilité mauvaise que même de modérée et encore moins de bonne fiabilité dans les informations qu'on a là-bas. Mais l'avantage de Google, c'est qu'il me donne accès à toutes les sources d'informations, les sites internet des sociétés savantes, des organismes, etc. Je peux les avoir avec Google. Et il faut juste savoir faire le juste milieu entre tout ça là. Maintenant, l'autre avantage de Google, qu'on va voir tout à l'heure comment exploiter, c'est que Google est extrêmement performant dans le processus de l'indexation. Ça veut dire qu'il sait très bien classer les pages, il sait très bien leur affecter les poids qui correspondent, il sait très bien donner la pertinence lorsque les pages sont affichées. Contrairement à PubMed, par exemple, qui a moins de ressources financières, c'est sûr, pour développer, qui est moins ancien et qui n'est pas aussi pertinent que Google pour faire l'indexation et classer par ordre de priorité comme ça se doit. C'est pour ça qu'en général, lorsque moi je veux chercher une information, je peux obliger Google à faire la recherche dans la base de données de PubMed. Je reprends. Je peux obliger Google à aller chercher dans la base de données de PubMed. Qu'est-ce que ça donne? Je profite de la performance de Google en termes d'indexation et de spécificité dans la pertinence. Et je profite de la particularité de PubMed en ce que ce sont des informations d'origine scientifique. C'est vraiment des articles scientifiques que j'ai là-bas et je suis presque sûr que ce sera fiable. Et comment ça se fait? Je vais juste entrer mes mots-clés dans Google et ajouter le mot PubMed à la fin. Mot-clé plus le mot PubMed à la fin. Ça, je le fais dans le logiciel ou dans le moteur de recherche Google. Et je sais qu'en faisant comme ceci, je vais me chercher les informations uniquement dans PubMed. Plus le mot PubMed à côté, et ça l'oblige à aller faire la recherche dans PubMed. Et ça, c'est un raccourci qui va vraiment vous aider à aller plus rapidement, trouver l'information dont vous avez besoin et pouvoir l'utiliser sereinement. Et la dernière chose que je vais dire pour boucler avec la recherche documentaire, avant qu'on aille à quelques présentations pratiques, comment ça se fait clairement en pratique, c'est que lorsque je tape ces mots-clés, soit les mots-clés, ensuite je tape avec leur synonyme, ensuite je tape en anglais, ensuite je tape avec leur synonyme, etc. Les pages qui se présentent à moi, je dois les ouvrir et essayer de voir d'emblée quelle est la pertinence de cette page-là. Si ce n'est pas pertinent, je rentre et j'ouvre simplement une autre page.
Et parfois, vous pouvez regarder simplement, on va faire ça tout à l'heure, vous pouvez regarder simplement au niveau du titre de la page pour voir simplement quel est l'auteur, quelle est la personne qu'il faut donner à cette page-ci. Et en fonction de ça, pouvoir ouvrir ou ne pas ouvrir une page bien précise. Également, lorsque vous passez par PubMed ou même parfois par Google, vous allez arriver sur le site de certains journaux, vous allez avoir des articles qui, dans certains cas, seront des articles payants. Et en général, ça va coûter quand même une bonne petite poignée d'argent. Par exemple, vous pouvez trouver un article qui va coûter $50. Et quand on a $50, c'est à peu près 25 000 francs. Je vois mal un étudiant en médecine sortir 25 000 pour acheter un article. Et c'est pour ça qu'il y a des mécanismes qui ont été décrits, des moyens qui ont été prévus, qui vont nous permettre d'accéder gratuitement à l'article complet, même quand je n'ai pas de l'argent pour payer. Ça, on va le voir également tout à l'heure. Mais c'est juste pour dire que quand vous entrez dans PubMed ou dans Google, la plupart du temps, on va servir des articles scientifiques. Et ça, c'est vraiment une grosse mine d'informations qu'il faut pouvoir exploiter, qu'il faut pouvoir utiliser pour rechercher ce dont j'ai besoin pour rédiger mon document, comme on l'a dit au début. Et quelque chose sur lequel vraiment je tiens à insister, parce que ça, on passe souvent beaucoup à côté de ça, alors que c'est très important. Ce sont les références, disons, la liste d'articles qu'on a retrouvés. Souvent, si je fais une étude, comme l'exemple de Cassandre qu'on a pris au début là, sur les maladies cardiovasculaires et la sédentarité, et je veux avoir, par exemple, une information sur quelle est la fréquence de la sédentarité dans la population camerounaise, par exemple. Si j'ai déjà un article qui a parlé de la fréquence de la sédentarité au Cameroun, lorsque je vais dans les références de cet article-là, on va voir ça tout à l'heure dans quelques articles qu'on va télécharger. Lorsque je vais dans les références de cet article, je vais certainement trouver d'autres articles qui parlent de cette question-là. Pour la simple raison que cet auteur-là, dans sa discussion, a dû utiliser des articles qui parlaient de la même chose que lui. Donc, facilement, je vais pouvoir avoir dans ses références d'autres articles qui parlent de la même chose que lui. Ça va me permettre d'aller chercher ces articles-là, soit par Google, soit par PubMed. Et quand je les ai trouvés, j'aurai aussi dans leurs références une liste d'articles qui parlent de la même chose que eux, donc du même sujet sur lequel je suis en train de travailler ou de la même information que je suis en train de chercher. Et ainsi, de fil en aiguille, on peut se retrouver avec une dizaine, voire une vingtaine d'articles qui parlent de la même information. Et ça me permet d'avoir quelque chose de riche, quelque chose de suffisamment vaste pour étayer l'information dont j'ai besoin. Et quand on a trouvé tout ça là, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce qu'on s'en sert? Si le principe. Je crois que quelqu'un a posé la question lors du dernier cours, est-ce que je peux prendre un livre et faire ma revue de littérature avec la question? La réponse était clairement non, parce que ça va me dire quelque chose de trop pauvre. Le principe, ce que je vous suggère de faire quand vous travaillez, c'est ne cherchez pas tout à la fois. Cherchez précisément certaines informations et cherchez-les les unes après les autres. Ça veut dire, j'ai besoin des informations pour mon introduction. Heureusement, on l'a dit, je dois avoir déjà mon plan qui est bien rédigé. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends le premier point de mon plan. Je dis, je vais à la chasse des informations pour ce point-ci. On a vu, je fais mes mots-clés et tous les points qu'on a développés précédemment. Je vais dans un moteur de recherche en fonction de ce que je veux. Je tape mes mots-clés et je vais avoir plusieurs sources que j'aurai à utiliser. Je peux avoir, par exemple, 4 articles qui ont parlé de la même chose. Le principe, c'est je ne vais pas utiliser un seul article au risque d'être trop léger dans l'information que je vais donner. Je vais combiner les informations qui viennent de plusieurs sources différentes. Et c'est pareil pour lorsqu'on va utiliser des livres ou des dictionnaires, etc. Si je veux, par exemple, parler de la physiopathologie des accidents vasculaires cérébraux, je ne vais pas me limiter à un seul livre, parce qu'il y a plusieurs livres dans lesquels je peux retrouver cette physiopathologie.
Mais je vais prendre peut-être les 4 ou les 5 livres en question et je vais lire copieusement et en détail chacun de ces livres-là. Je vais les lire et je vais essayer de ressortir moi-même une combinaison de toutes ces informations dans un ordre logique. Je vais prendre un peu ici, un peu là-bas, un peu ici, un peu là-bas et remettre tout ça ensemble pour en faire un tout qui est cohérent. Et ça, c'est très important. Ne vous limitez pas à prendre une seule source d'information, mais il faut les prendre dans plusieurs endroits. C'est pareil quand on va faire l'état de la question, je cherche à plusieurs endroits. Si je dis par exemple, les études qui ont évalué, c'est ce que je vais mettre sur l'état de la question, les études qui ont évalué la prévalence des infections du site opératoire en orthopédie. Je ne vais pas trouver une étude et la prendre et m'arrêter là. Mais je vais répéter le processus avec toutes ces étapes qu'on a vues et aller chercher plusieurs sources d'informations que je pourrais mettre ensemble pour faire un paragraphe qui est consistant. Et une question qu'on pose souvent, est-ce que je fais du copier-coller? En principe, non. Ce n'est pas bien rédigé en sciences comme ça. Je dois lire une information, comprendre ce qu'on a dit et reformuler avec mes propres mots. Je lis, je comprends et je reformule. Je lis, je comprends et je reformule, etc. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour que quand on lise mon texte, on ait vraiment le sentiment que c'est quelque chose de nouveau que je produis. Qu'on n'ait pas l'impression que ce sont des petits morceaux de phrases que j'ai copiés ça et là pour venir coller dans mon document. Voilà. Et ça va venir avec l'exercice, avec le temps. Mais il faut déjà pouvoir respecter ces principes qu'on a donnés. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai pensé vous dire sur la recherche documentaire. On va passer à la phase de pratique maintenant. Je vais prendre quelques exemples pour vous montrer à peu près comment ça marche, comment est-ce qu'on utilise ça.